Ok. Alors, premier exercice, entamons les réjouissances. On vous donne une petite situation, c'est toujours le même principe dans les cours de stats qu'on fait dans le service. On vous donne une situation, des données, et on vous demande, parfois on vous pose une question, on vous demande de conclure. On pourra parfois vous donner certaines informations, pas d'autres, c'est assez variable, d'accord? Mais vous avez toujours une situation complète. Ok? Alors, cette situation-ci, vous avez le psychologue d'une société à qui on demande en fait de mettre au point 3 emballages différents pour la vente d'un même produit, d'accord, qui s'avère être un savon. Et donc on veut vendre ce produit au même prix. Et le tableau que vous avez sous les yeux relève en fait les ventes au cours de 5 ans, d'accord. Donc vous avez un psy qui a conçu. Je ne sais pas pourquoi c'est un psy, d'ailleurs, ça serait peut-être du marketing. On ne sait jamais. Tout le monde peut se recycler, c'est magnifique. Donc, vous avez un psy qui conçoit 3 emballages pour un même savon qui est vendu au même prix. Et on étudie les ventes de ce savon. Okay. Et ce qu'on vous demande, c'est de tester l'hypothèse nulle, selon laquelle les 3 échantillons proviennent de la même population. Ok. Alors, toute première chose à faire, c'est construire le tableau. En voyant ce tableau-ci, est-ce que vous avez l'impression qu'il est correct? Pour le savoir, vous avez besoin de déterminer l'AVI, tout d'abord, et la VD, donc vous y êtes, donc c'est déjà fait. Quelle est la variable indépendante ici? Le prix. Prix, emballage. Qui dit prix? Qui dit emballage? Oui, la majorité l'emporte, ici aussi. Donc, la variable indépendante, c'est effectivement les emballages. Parce que ce qu'on se demande, en fait, c'est si les emballages ont une influence sur la quantité de savon qui a été vendu, sur les ventes. Ça va? Donc, je viens de vous dire, la variable dépendante, c'est les ventes, les résultats des ventes. Ça va? Donc, en gros, on vous dit que les trucs qui sont dans l'emballage 1, dans le premier magasin, on en a vendu 87, dans le deuxième 83, dans le troisième 79, 80, et ainsi de suite. Ça va? Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, quand on regarde ça, on se dit que l'emballage c'est l'AVI. On nous dit qu'on lui a demandé de créer 3 emballages différents. Donc, on s'attend à voir 3 colonnes. C'est bien le cas ici. Et en tête de colonne, on voit effectivement qu'il y a emballage 1, emballage 2, emballage 3. Ça va? Donc, on est dans la bonne configuration de tableau. Donc, ça c'est bon. Ok? Ça va pour tout le monde? Oui? Ok. Alors, donc, je vous disais, la VD, le résultat des ventes, la VI, le conditionnement, pour faire des jolis mots, mais en gros, l'emballage, ça marche aussi. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Donc, est-ce qu'il y a des différences de moyenne dans la population en fonction du conditionnement? Autrement dit, est-ce que le conditionnement a un effet sur les ventes? D'accord? À partir de cette question-là, vous pouvez formuler l'hypothèse nulle. Est-ce que quelqu'un peut me proposer une hypothèse nulle pour cet exercice-ci? Pas de oui. Une affirmation. Donc, le type d'emballage influence le nombre de ventes pour les savons. Ouais, en fait, il faut dire qu'il n'y a pas d'influence. Oui, parce qu'on part comme hypothèse nulle sur l'idée qu'il n'y a pas de différence entre les groupes parce qu'ils appartiennent tous à la même population. D'accord? Donc, ce qui découle de ça, c'est qu'en fait, la variable indépendante n'a pas d'influence sur la variable dépendante. Mais effectivement, c'était dans l'ordre correct, mais il fallait mettre une négation. D'accord? Donc, le type d'hypothèse qu'on pourrait proposer, je vous ai remis l'hypothèse plus ou moins canonique, mais qui nous intéresse pas, mais pour que vous la remettiez en tête, ça va. Celle qui est intéressante, c'est celle-ci. Le conditionnement n'a pas d'effet sur les résultats des ventes. Ça va? C'est ça votre hypothèse nulle. Gardez-la dans un coin de la tête, on la réutilisera tout à la fin du processus. Ok? Est-ce que ça va pour l'hypothèse nulle? Donc ça demande un petit peu d'entraînement. Donc comme vous avez été habitué à formuler des hypothèses maintenant, vous savez où mettre la VI, où mettre la VD. Retenez juste que ça doit être une négation. On doit postuler le fait qu'il n'y a pas d'effet de la VI sur la VD. Ok? Alors, je vous avais dit, une fois qu'on a fixé VD, VI, l'hypothèse nulle, tout ça, on peut s'intéresser au tableau. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Les moyennes. Donc moyenne de chacune des colonnes, et moyenne totale, moyenne de l'ensemble des données.
Ok? On en est là. Est-ce que jusque-là, ça va? Oui. Donc, c'est les étapes qui paraissent vraiment toutes bêtes, qui sont de nouveau, je le répète, fondamentales. Parce que si vous partez sur un mauvais tableau, si vous partez sur des mauvaises moyennes, il n'y a aucune chance que vous ayez des bons résultats. Même si vous faites la bonne procédure. Ok? Une fois qu'on a tout en ordre et qu'on a les chiffres qui nous intéressent, on peut passer au calcul des sommes des carrés des carrés. Alors, avant de passer au calcul lui-même, nous allons repasser sur cette petite dia que vous avez sans doute vue, parce que vous avez déjà vu ça. Oui, vu l'angoisse dans vos yeux, vous l'avez déjà vu. Ok. Alors, le principe de ce tableau-là, c'est qu'il doit vous expliquer, moi je le trouve personnellement assez obscur, mais il y a des esprits à qui ça doit parler aussi. Il est censé vous expliquer comment on code les données dans les formules. D'accord? Donc, ce que j'entends par données, et c'est chacun des chiffres que vous avez dans chacune des cases du tableau. Et ce que j'entends comme le code, c'est l'espèce de truc plus ou moins immonde que vous observez ici. D'accord? Moi, ça me rassure parce qu'il y a des lettres, j'aime bien tout ça. Mais l'idée, c'est que vous devez pouvoir comprendre à quoi se rapporte chacun de ces éléments mathématiques, chacun de ces codes mathématiques. D'accord? Alors, est-ce que tu sais mon On va voir. Je vais essayer d'expliquer comme ça, et puis si je dois dessiner, je vais faire. Ce que vous devez retenir, et ce qui est assez évident, c'est qu'un tableau contient un certain nombre de rangées et un certain nombre de colonnes. Oh merveille. Ça va? J'espère que ce n'est pas la découverte du jour, sinon ça va être un peu hard. Alors, votre tableau, il contient effectivement un certain nombre de rangées. Pour coder le nombre de rangées, on utilise le i. Ça va? I veut dire un nombre indéterminé de rangées, tel nombre de rangées. Mais vos rangées dans un tableau vont, pour la convention mathématique, de 1 à p. D'accord? Donc, dans le tableau qu'on avait sous les yeux tout à l'heure, on revient là, ok, vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 rangées. Ça va? Rangées, vous voulez dire colonnes? Lignes. Les rangées, elles sont comme ça, et les colonnes, elles sont comme ça. Oui. Pardon. Donc, les rangées ou les lignes, j'utilise ça indifféremment, ça va, c'est exactement le même terme, et les colonnes sont comme ça. Je ne me moque pas du tout de vous, je suis en train de me foutre de ma gueule, c'est pas grave. Donc, ok. Ici, donc je vous ai dit que le nombre de rangées dans un tableau, n'importe lequel, va de 1 à p. P, c'est le nombre maximal de rangées que vous avez ici. Ok? Donc, le P est égal ici à 5. Ça va? I, ça veut dire n'importe laquelle de ces rangées-là. Ça va? Ok. On a exactement le même principe pour les colonnes. Vos colonnes vont de 1 à Q en passant par J. Cette fois-ci, on n'allait pas mettre 2 fois I parce que sinon c'est harmonique. Hein? Ok? Donc, ici, on a 3 colonnes. Donc, votre Q est égal à 3. Oui, votre Q, ça fait toujours marrer. On a l'habitude. Ça va? Ok. Alors, vous devez quand même retenir le fait qu'on code par un certain I ou un certain J pour dire que c'est telle rangée, telle colonne, sans trop préciser l'affaire. Ça va? Pourquoi vous devez retenir ça? Parce que vous avez des petites formules qui ressemblent à ceci. Ok? Ces deux trucs-là, en fait, quand on vous dit J, ça veut dire qu'on sera dans la colonne J. À vous de la remplacer dans une formule par un des numéros de colonne auxquels vous avez affaire. Ça va? Quand les deux sont vides, ça veut dire qu'on va chercher dans une case. Ok? Donc, ici, avec le signe de la moyenne magnifique, on sait qu'on va chercher la moyenne des données qui se trouvent dans toutes les colonnes et toutes les rangées. Parce qu'on a un point qui prend place. D'accord? Alors que si on regarde celui-ci, on va chercher la moyenne des données qui se trouve dans n'importe quelle rangée, mais dans la colonne J. Ça va? C'est ça le code qu'on utilise. Est-ce que c'est clair pour ça? On va faire un petit test après pour voir si c'est sûr, si vous avez bien vu. Ok, j'oublie un truc. Non, pas vraiment. Oui, donc retenez que pour coder les données, on fait une démarche en L. Donc d'abord les rangées,
et ensuite les colonnes. Donc vous D'abord les lisez I comme et ça, puis les J. et puis comme ça. Donc chaque donnée pourra être codée en fonction de son I et de son J. Donc d'abord de sa rangée et puis de sa colonne. Ça va? Ok? Donc criez si vous êtes perdu, parce que si vous n'avez pas compris ça, Et par exemple, celle-là. ouais, c'est ça qu'on va faire. Donc, oui, je vais faire les N après. Donc, dans ce tableau-ci, par exemple, si je veux parler de n'importe quelle donnée, je vais dire X, Y, J. Par contre, si je vous dis X, 1, 3, c'est quoi le chiffre qui correspond? C'est quoi la donnée qui correspond? Non. Absolument. Donc, je vous dis X, 1, Je suis je suis en train de préciser mon I, donc je suis en train de préciser la rangée. Et puis, je précise mon J, 3, donc je vais dans la troisième colonne. Ça va? C'est touché coulé, effectivement. Exactement le même principe. C'est ça. Ça va? Donc, s'il y a des gens plus intellectuels qui jouent aux échecs, tout ça, je m'en fous. Voilà. C'est vraiment ça le principe, ok? Un dernier truc que j'ai à vous expliquer sur le tableau d'avant, et puis on passera à celui d'après où il y a tous les éléments, c'est le fameux N. On vous dit très généreusement que N est la somme des N. Très bien. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que N, c'est l'effectif total, et N, c'est l'effectif particulier à chaque colonne. Ça va? Donc, si je vous dis petit n, 2, c'est l'effectif de la deuxième colonne de mon tableau. Ça va? C'est ça le principe. Et évidemment, l'effectif total, c'est la somme de la quantité d'effectifs de chaque colonne. Ça va? Donc, il vous suffit de sommer tous les petits n pour arriver au grand n. Ok? Le petit n, c'est une petite case. Non, petit n, c'est l'effectif que tu as dans une colonne. Donc, Dans toute la A. oui, toute la quantité de cases d'une colonne, en fait. C'est vraiment ça. Donc N2, c'est l'emballage 2 en fait. Petit N2, c'est l'emballage 2. Petit n2, c'est le nombre de données que tu as pour l'emballage 2. Ouais, c'est ça. Ok? Donc, dans le tableau qu'on a vu tantôt, là, vous avez toutes les données rassemblées. Vous avez le code de chacune des cases. D'accord? Donc, vous voyez que la toute première, c'est x1, 1. Si je redescends, x2, 1, parce que je suis à la rangée 2, colonne 1. Ok? Si je regarde juste en bas, tout en bas de la colonne, le 82, souvenez-vous qu'en fait c'est la moyenne des données, mais effectivement c'est la moyenne de toutes les données, le point, toutes les données qui sont dans la colonne 1. Ça va? Si je fais le 83 qui est tout en dessous, c'est la moyenne de toutes les données dans toutes les rangées, dans toutes les cases. Ok? Est-ce que ça va pour ça? Sûr et certain? Ok. Parfait. Et donc, oui, juste l'effectif, vous voyez que ici on a de la chance, il y a 5 éléments dans chacune des colonnes. C'est pas toujours le cas, ça va, donc il faut se méfier un petit peu des n dans les formules, vous allez le voir tantôt. Et puis le grand n, c'est l'addition de ces 3 effectifs de colonnes. Ça va? Et maintenant, on peut passer aux réjouissances. Calculer les sommes des carrés d'écart. Alors, souvenez-vous que dans les sommes des carrés d'écart, on a 3 sommes de carrés d'écart qui nous intéressent. Dans le tableau horrible qui reprend toutes les formules, vous allez voir qu'il y a 3 sommes de carrés d'écart qui sont importantes et qu'il faut calculer. La première somme des carrés d'écart, c'est la somme des carrés d'écart inter. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas mathématicien, physicien ou qui aime bien chipoter avec les noms, peut me dire comment on peut formuler en français le truc à 3 qu'on a sous les yeux? Donc, la somme des carrés d'écart intercaux est égale à... Si vous ne savez pas, c'est pas la panique. Non, non. J'entends des sommes des carrés, effectivement. Donc, en fait, le truc qui vous aide vachement, c'est que somme des carrés d'écart, c'est un truc que vous allez trouver de l'autre côté. Parce que les sommes des carrés d'écart, c'est des sommes des carrés d'écart. Magie de la technologie. Donc, en gros, le signe de sommation que vous avez devant, c'est le truc qu'on a retrouvé tout à l'heure dans la formule de variance. Souvenez-vous. Donc, on fait une somme de carrés. Vous voyez que vous avez un petit carré. D'écart, il y a un signe moins. Okay. Entre quoi et quoi? Qu'est-ce que ça représente le x bar point j et le x bar point point? La moyenne. Non, ouais. Donc, la moyenne des données d'une colonne, peu importe le rang, d'accord, moins la moyenne totale, d'accord, de l'ensemble des données, peu importe le rang, peu importe leur colonne.
ok, multiplié par n de j, que vous voyez là au-dessus, par l'effectif d'une colonne. Laquelle colonne? Mais la colonne. Chacun laquelle colonne? La colonne à laquelle vous êtes intéressé dans la parenthèse de matin. Ça va? Ça va tomber sous le sens de nouveau, mais chaque année, on a des étudiants qui nous mettent des n tout à fait farfelus, qui ne ressemblent à aucune colonne qu'on a sous les yeux. Ça va? Donc, prêtez attention à ça. Ok? Et donc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il y a cette multiplication dans la somme des carrés d'écart? Ça, c'est trop compliqué. À part pour se compliquer la vie. Ils sont là. Donc, c'est une somme de carrés d'écart. Normalement, il n'y a pas de produit là-dedans. Pourquoi ici, on en retrouve un? Donc, en fait, c'est parce que ici, on est dans des échantillons qui sont indépendants et donc le nombre de données ne sera pas forcément identique dans chaque colonne et donc on doit pondérer par le nombre de données dans chacune des colonnes, tout simplement. Donc dans les autres sommes de carrés d'écart, on ne retrouvera plus cette multiplication, c'est simplement ici pour pondérer. Ça va ça? Je viens de faire un retournement grammatique. Ok? Alors, c'est très joli d'avoir compris la formule, si vous êtes sûr de l'avoir compris. Mais comment est-ce que ça va s'appliquer avec les données qu'on a sous les yeux? Démonstration. Alors, oui, juste ce truc-là, on n'a pas expliqué. Donc, vous devez vous intéresser à la somme pour toutes les colonnes, en commençant par la colonne 1 et en allant jusqu'à la dernière colonne, la colonne 8. Ça va? C'est pour ça que vous avez ce truc-là. En dessous de l'indice sommation, on met toujours le début et au-dessus, la fin. Ça va? Donc, là, vous savez que vous allez devoir travailler sur des sommes pour chacune des colonnes. Donc, vous allez avoir combien d'éléments qui vont être additionnés? 3. Ça va? Donc, vous savez déjà que vous allez avoir 3 parenthèses quelque part, des crochets, des trucs de genre. Alors, comment est-ce qu'on va remplacer ce fameux truc-là? Donc, si on travaille dans la première colonne, si vous décidez de travailler dans la première colonne, ce que je vous conseille pour être sûr de ne pas en oublier, dites-moi si vous l'avez fait. Vous savez que vous allez travailler, je n'ai pas besoin de prendre celui-là, vous remplacez en fait tous les j par le 1. Ça va? Je vous fais le détail complet pour être sûr qu'on ne perd personne. Donc, le nombre d'éléments qui sont dans la colonne 1, multiplié par la moyenne des éléments de la colonne 1, moins la moyenne de tout le tableau. Ok? Ça, c'est la décomposition de ce truc-là, et ça, c'est ce truc-là. Ça va? Concrètement, dans les chiffres, ce que vous devez faire, c'est aller rechercher ce qui correspond à chacun des éléments de la formule dans votre tableau. Ça va? Qu'est-ce qui correspond? Vous cherchez d'abord la quantité de données que vous avez dans la première colonne. Ici, on est à 5 fois. Donc, je vais chercher la moyenne de cette première colonne, ok, donc 82, moins la moyenne totale, 83. Au carré. D'accord? Là, j'ai travaillé pour ma première colonne. Maintenant, je dois passer à la deuxième colonne. Donc, vous allez me dicter ce qui se passe. Pour la deuxième colonne, 5, oui. 80, Ouais. 83, Voilà. Et puis, toute dernière, 5, moins 83, hop. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Cette partie-là. Si vous avez compris ça, vous avez compris tout le principe du truc. Donc c'est magique. Ça va bien. Ok? Alors, effectivement, donc, ne prenez pas trop de temps de noter ce truc-là, c'est juste pour qu'on ait le résultat en tête. Ici, la somme des carrés d'écart, c'est 130 pour la somme des carrés d'écart intergroupe. D'accord? Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est de, en gros, travailler groupe par groupe. Ok? Pour pouvoir les comparer, c'est le principe du truc. La deuxième formule qui nous intéresse, c'est ce qui se passe maintenant à l'intérieur de chacun des groupes, à l'intérieur de chacune des colonnes. D'accord? C'est ce qu'on appelle la somme des carrés d'écart intra-groupe, à l'intérieur des groupes. Alors, pour cette formule-là, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi correspond le groupe?
Super. Donc, la somme des carrés d'écart intra, c'est la somme, évidemment, des carrés d'écart de quoi? Donc, vous voyez qu'on a deux indices de sommation cette fois-ci. Deux indices pourquoi? Parce que tantôt on travaillait que dans les colonnes, donc on avait besoin que de l'indice Q, alors que maintenant on va travailler à la fois dans les rangées et les colonnes, puisqu'on s'intéresse à chacune des cases à l'intérieur de chacun des groupes. Ça va? Du coup, on a l'indice de sommation pour chacun des deux. D'accord? Et puis, on travaille sur la sommation de quels éléments? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Donc, si je fais x et y, qu'est-ce que c'est? La somme de... Oui, exactement. C'est une donnée quelque part dans le tableau, x et y. Ça va? Ça pourrait être x1, 2, ça pourrait être x3, 5, ça pourrait être n'importe quoi. Ça va? Dans les limites du tableau. Ok? Évidemment, on va commencer à inventer des chiffres, ce serait sympa. Moins x.j, on l'a vu tantôt, c'est celui-ci. D'accord? C'est la moyenne de chacune des colonnes. D'accord? Donc cette fois, au lieu de travailler sur la moyenne de chacune des colonnes, on va travailler sur chacune des données. Donc on va sommer combien d'éléments? 5, 6. Est-ce que quelqu'un dit 5? Est-ce que quelqu'un dit 6? Est-ce que quelqu'un dit autre chose? Chacune des données. Oui, je vois des mouvements circulaires. Il y en a 15. C'est tout, c'est 15. Effectivement. Ça va? Donc, on s'est déjà bien marré avec les 3. Maintenant, on passe à 15 tout de suite, comme ça on est sûr. Ça va? Donc, c'est effectivement chacune des données moins la moyenne de sa colonne. Ça va? Donc, si par exemple, je veux travailler sur la toute première donnée. Non, ça va moins marcher. Celle-là, ça va pas marcher. Ok. Donc, je pars sur ma toute première donnée qui est, moi je pars d'en haut à gauche parce que c'est le système de lecture habituel, c'est 87. Ok. Donc, premier truc que je note, c'est 87 moins 83 absolument au carré plus 83 magnifique moins 82 au carré, Enzo, ça va? Il y a de quoi faire. Ok, il y en a 3. Hein. On ne va pas les faire maintenant, vous allez les faire dans un magnifique exercice juste après. Vous allez être très contents, enchantés, vous allez voir, c'est merveilleux. Mais c'est ça le principe. Donc le premier truc à avoir en tête, c'est de vous dire, bon ok, j'ai un indice de sommation, j'ai des éléments, combien d'éléments je vais devoir sommer? Ça va? Ça peut sauver des vies parfois. Avoir le réflexe de se dire, ok, je vais avoir 3 éléments que j'additionne, ou 15 éléments, ok? Pour être sûr de ne rien oublier. Mais la calculette, tu vas sans doute des formules magiques, tu ne devras pas tout calculer. Ah, la calculette, tu peux tout calculer. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, théoriquement, mais il y a des systèmes de mémoire, donc tu peux traiter une colonne après l'autre, et donc il y a c'est pas un souci non plus. Après, c'est l'argent que je fais, mais il n'y a pas de moyen magique. Le moyen magique, c'est l'ordinateur. Oui, ça c'est super bien. Oui, effectivement, merci de le relever. Alors, vous voyez qu'au tableau, j'ai fait 87 moins 82, et que là, on a mis 82 moins 86. Ici, 83 moins 82, 82 moins 83. Ça va? Ici, au-dessus, en fait, ça vous permet de voir, en mettant chaque fois la moyenne de colonnes, dans quelle colonne vous vous trouvez, pour être sûr de ne pas vous perdre dans votre machin. Si vous voyez 5 éléments avec la même colonne, vous êtes bon. 5 éléments avec l'autre même colonne, vous êtes bon. Ça va? Pour ce calcul-ci. Ok? Et comme en fait, c'est mis au carré, le signe n'a pas d'importance. Ça va? Ça va redevenir positif d'office, donc vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de travailler plus dans ce sens-là, pour être sûr de n'avoir oublié aucune des données. Parce que si j'ai oublié une colonne, je vais m'en rendre compte très facilement, parce que j'aurai que 10 trucs. Ça va? Ou 5 si j'en ai oublié 2, parce que je suis hyper étourdie. Mais en soi, moi je préfère faire comme ça, mais si vous préférez vous assurer d'être dans les bonnes colonnes à chaque fois, vous pouvez tout à fait le faire dans l'autre sens. Ça va? Ça marche pour toutes les formules qu'on va vous donner, c'est vraiment un devoir. Même chose, le principe des crochets qu'on a mis,
C'est des crochets complètement inutiles au niveau mathématique, mais ça peut être utile pour vous repérer. On a des étudiants l'année passée qui faisaient par couleur en fait. Ils avaient colorié leur colonne en rose, une en vert, une en bleu, et ils remettaient dans les formules systématiquement la colonne à laquelle se rapportait leur calcul. Donc, c'est des petites méthodes pour ne pas vous planter et pas oublier un élément, mais c'est à vous de les développer. Pour nous, tant que vous arrivez à la bonne solution, on est super contents. Ça va? C'est ça. Alors, troisième question. Oui, pardon. Magnifique. Je dérange pas. Pas de soucis. Ok, donc dernière somme des carrés d'écart à calculer, mais c'est la somme des carrés d'écart totale. On s'est intéressé à chacune des colonnes séparément, et à ce qui se passait à l'intérieur de chacune des colonnes. Maintenant, on va s'intéresser à l'ensemble des éléments qu'on a sous les yeux. Ça va? Alors, pour... Bon, c'est pas grave. On va faire comme si de rien n'était. Elle existe toujours. Alors, maintenant, si on fait la totale, hop, vous voyez qu'il y a une nouvelle formule avec 2 fois les indices de sommation comme on les a vu tantôt. Ça va? Donc, même principe, ça vous dit qu'en fait, on va partir sur des études de données. Ça va? Pas seulement la colonne. Donc, vous pouvez encore vous attendre à avoir 15 petits machins additionnés les uns avec les autres. Ça va? Qu'est-ce qu'on va additionner les uns avec les autres? Mais en fait, c'est... Vous me traduire. Allez-y, je vous attends. Donc je vais additionner les carrés d'écart entre chaque donnée et la moyenne du groupe. Ça va? Donc, si je repars en arrière et que je repars sur la toute première donnée, ce sera 27, 83, etc., jusqu'à avoir 15 éléments que vous additionnez les uns avec les autres. Ok? Et on peut pas faire SCE inter plus SCE intra? Effectivement. Qui c'est l'affiché du fond de la classe? Donc, l'idée effectivement, pour ceux qui sont un petit peu observateurs, c'est que la somme des carrés d'écart total est égale à la somme des carrés d'écart inter plus la somme des carrés d'écart intra. On peut le faire, on peut directement faire plus. Oui, vous pouvez le faire, mais il vaut sans doute mieux faire tout le détail pour être sûr d'oublier aucun morceau et d'être bien dans son truc. N'oubliez aucun élément. Okay? Parce que s'il y a une erreur de calcul dans l'inter ou dans l'intra, on se retrouve avec un total qui n'est pas bon. Ça va? Donc il faut se méfier. Mais effectivement, c'est quelque chose à garder en tête pour le jour où vous allez travailler avec des tableaux. Donc les tableaux de données qui sortent des logiciels magiques de statistiques, c'est tout à fait possible qu'on vous donne un tableau et qu'on vous retire par exemple la somme des carrés d'écart intra. À vous de vous souvenir que celle-là est égale à la totale moins l'inter. Ça va? Donc c'est un truc à retenir, on ne va pas l'utiliser pour le moment, enfin l'utiliser pour faciliter l'exercice si vous voulez, mais je vous conseille en séance pour le moment de faire vraiment tout le détail, que vous habituez à rien oublier et à bien structurer votre truc. Ça va? Excusez-moi. Oui. Sur le slide, c'est indiqué 83 moins 87 au carré. Et oui. C'est pas l'inverse, c'est 87 moins 87. C'est le même principe que tantôt. Tu peux décider de faire l'inverse de la formule, de faire la moyenne générale moins chacune des données. Ça revient au même parce que c'est mieux perçu. Ah oui. Ça va? C'est comme celui qu'on a vu au-dessus en fait. C'est exactement la même chose. Ok? Alors, est-ce que ça va pour les sommes des carrés d'écart? Oui. Il n'existe pas une formule dans la calculatrice que quand on encode, parce que si vous nous donnez 100 colonnes, enfin... Oui, ça ne fera pas. Non, mais après on s'embête pour les corriger, tout ça, c'est bon. Okay, donc, non, on ne donnera jamais 100 colonnes. L'intérêt, c'est pas de vous faire suer sur vos trucs. L'intérêt, c'est de voir si vous avez compris la démarche et si ça fonctionne. Oui. Mais c'est pour ça qu'il y a les mémoires dans les calculatrices au cas où. Ça va? Ok. S'il y a un truc qui n'est pas clair pour la somme des carrés d'écart, c'est le moment, c'est l'instant. Sinon, je passe à la suite. Qui est, vous allez le voir, beaucoup plus simple. Et pas simple au sens où je suis harmonie, vraiment simple. Alors, donc, on a calculé la somme des carrés d'écart. Maintenant, on passe à la détermination des degrés de liberté. Ok? Comment est-ce qu'on fait ça? Avec des formules qui sont tout de suite moins ésotériques. Regardez qu'elles sont magnifiques, simplissimes. C'est merveilleux.
Alors, pourquoi on vous a embêté tantôt avec les rangées des colonnes? C'est pour pouvoir faire ça très facilement. Puisque les degrés de liberté intergroupes, c'est égal à Q-1. Vous devez vous souvenir de ce que représente Q. C'est le nombre de colonnes. Très bien. Donc ici, ce sera 3 moins 1, ça fait 2. Là, c'est beaucoup plus simple. Normalement, vous n'avez pas trop besoin de calculatrice. Moi, parfois, mais c'est normal. Alors, deuxième degré de liberté qui nous intéresse, vous allez voir que ça correspond exactement aux sommes des cartes d'écart, exactement les mêmes. C'est le degré de liberté intracolonne. Donc le degré de liberté qui existe à l'intérieur de chacune des colonnes. Ça, c'est grand N. Grand N moins Q. Donc, le grand N ici, c'est 15, magnifique. Donc, le nombre total de données du tableau. L'effectif total dans vos données, ça va. 15 moins 3, et ça fait toujours 12 normalement. Et le dernier degré de liberté qui nous intéresse, c'est le degré de liberté total. Remarquez que ce n'est pas la liberté qui est totale, c'est que le degré. C'est moins sympa, mais ça marche aussi. L'effectif complet, moins 1. Donc vous arrivez ici à 14. Ça va? Ça va? Comme tout à l'heure, inter plus intra égale total. À retenir pour l'examen. Ça va? Ça c'est bien. Ok, dis-moi, pour les... C'est-à-dire, mais non, mais je fais non. Non. On n'a pas les formules pour l'examen, on doit les apprendre par cœur. Alors, vous avez tout ce que vous voulez à votre disposition, sauf un PC et un téléphone, pour la deuxième partie, donc pour la partie pratique. Pour la partie théorique, on peut vous poser des questions sur les formules, mais on ne va jamais vous demander « écrivez-moi la formule de tel truc ». Ça, c'est un truc qu'on ne fera jamais. Par contre, il faut savoir expliquer une formule. Donc, il faut expliquer pourquoi, en fait, pas dans celui-ci, mais dans les sommes des carrés d'écart, pourquoi est-ce que quand on calcule l'inter, on s'intéresse qu'aux colonnes, ce genre de trucs, ça va. Ou pouvoir dire, ça arrive que on vous mette une formule, et puis c'est toujours par défaut. Hein. Donc, et puis qu'on vous mette le sigma dans cette formule représente tel machin, vrai ou faux. Ce genre de truc. Ça va. Mais sinon, quand on fera les... Enfin, ce sera un peu côté fait, alors on n'aura pas aux formules quand on fera la partie. C'est pour ça c'est pour ça que je vous dis, ça il faut mettre en plus haut, ça il faut mettre en plus haut. Parce qu'en fait, l'idée c'est que vous fassiez votre répertoire de formules et que vous ayez beaucoup de facilité à le chercher. C'est vraiment ça l'intérêt. Ça va? Non, ce serait bien trop simple. Non, justement, c'est ça l'idée des PowerPoint, c'est de se dire qu'on vous donne toute la matière, que vous avez des éléments vraiment techniques dedans et que vous avez des exemples d'exercices sur lesquels mais ainsi de suite. Et pour tous les tableaux, etc., qu'on va utiliser, vous les retrouvez dans le cours de Stat 2 de Madame Breuil. Donc vous pouvez vous inscrire sur Moodle dans le cours de Stat 2. On n'a pas besoin de clé, donc vous vous inscrivez dans le cours de Madame Breuil et vous téléchargez le recueil de formules étables de Stat 2. C'est celui-là qui vous servira pour approche quantitative et aussi pour la loi. Ok, donc on a fait le somme des carrés d'écart et des degrés de liberté. Étape suivante, c'est calculer les carrés moyens. Okay. C'est le dernier élément calculé dont vous allez avoir besoin. Alors, c'est simplissime. Dans les formules, on n'a besoin que de deux carrés moyens. Le carré moyen inter et le carré moyen intra. Qui vous permettent de calculer le F de Smith-Lefort. Ça va? C'est l'ultime étape. Le carré moyen inter, c'est la somme des carrés d'écart inter divisée par le degré de liberté inter. Okay. Donc dans ce cas-ci, 130 sur 2, 65. Et puis vous avez les carrés moyens intra. Le carré moyen intra, c'est incroyable, c'est la somme des carrés d'écart intra sur le degré de liberté intra. Ça va? Pas le plus dur à calculer non plus, là vous avez besoin un peu de votre calculatrice quand même. Et puis, on passe à la dernière étape de calcul, qui n'est pas la fin de votre étude du test, mais qui est la fin des calculs un peu atroces, cela fait rien. C'est calculer le F.
Donc je vous disais, pour calculer le F, vous avez besoin du carré moyen inter et vous le divisez par le carré moyen intra. D'accord ? C'est à quoi le carré moyen? Ah, vous calculez le F. C'est ça le principe. Ça va ? Et donc souvenez-vous de ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, on s'interroge sur un rapport entre des variations systématiques et des variations aléatoires. Ça va ? C'est ce que vous retrouvez dans la formule du F. En fait, les variations systématiques, c'est celles qui correspondent au carré moyen inter. Et les variations aléatoires, c'est celles qui correspondent au carré moyen intra. D'accord ? La formule est conçue de telle sorte que, en fait, on s'attend à ce que les variations systématiques soient plus importantes que les variations aléatoires. D'accord ? L'objectif, c'est, il ne faut pas bidouiller les chiffres pour le faire, mais l'idée de la formule, c'est qu'en fait, le F que vous obtenez soit le plus important possible. D'accord ? C'est pour ça qu'on se retrouve avec l'idée de faire du systématique sur de l'aléatoire. Ok ? Donc dans ce cadre-ci, le F c'est 65 sur 9.17 et on obtient un F de Snell-de-Thor qui est égal à 7.09. Ok ? Fin des étapes de calcul. Est-ce que les étapes de calcul sont claires pour chacun et chacune d'entre vous ? Vous savez mettre le slide en avant, en arrière. Ça. Est-ce qu'il y a une question sur la somme des carrés d'écart, les degrés de liberté, les carrés moyens, le F? Ou est-ce que ça va? Ça va? Ok. Alors, on passe à la dernière étape. Une fois que vous avez votre F, l'idée c'est pas juste de le garder comme si c'était le plus joli calcul du monde que vous ayez fait au résultat. Ce que vous devez faire, c'est, souvenez-vous qu'au départ, souvenez-vous très loin, on a fait une hypothèse musique, d'accord? L'hypothèse était que l'emballage n'a aucune influence sur les ventes. Ça va? Ce qu'on a fait dans le test, c'est qu'on a testé cette hypothèse musique. Ok? Pour savoir si il est probable qu'elle soit vraie ou oui, plutôt probable qu'elle soit fausse. C'est ça l'idée. Pour pouvoir répondre à cette question, est-ce qu'elle est plutôt vraie ou plutôt fausse, vous devez en fait consulter la table du F et puis formuler une conclusion. N'oubliez pas cette étape-là, s'il vous plaît, dans vos examens. Ça arrive très souvent qu'on ait des étudiants épuisés, on comprend très bien, qui s'arrêtent au F. Si vous avez le F, vous avez la moitié des points, parce qu'il nous manque la conclusion. Ça va? Et c'est ça qu'on attend. Alors, ce qui se passe en fait quand on consulte la table, c'est qu'on est en train de chercher à estimer la probabilité qui est associée à l'hypothèse nulle qu'on a formulée. Comment on essaie d'estimer ça? En consultant la table adéquate. Une fois qu'on a consulté la bonne table, qu'on a les bons chiffres, on peut comparer la probabilité théorique qu'on va trouver dans la table à la probabilité qu'on a obtenue, qui est la valeur de notre F, ce qui va nous permettre de conclure. Vous allez voir comment. Ça va? Alors, on sait que normalement avec Madame Bruni, vous avez vu différentes tables avec différents niveaux de significativité. Ça va? Dans le cadre de ce cours-ci, et en élaboré aussi, on travaille sur les tables à alpha.05. Ça va? Pour l'information, on utilise alpha indifféremment de P. Ça va? C'est exactement la même chose pour nous. Donc retenez que c'est la table à 0.05. C'est notre seuil de significativité pour ce cours. Il n'y aura pas de débat pour le reste. Okay? La table alpha.1 ne sera jamais utilisée. On considère que c'est trop bas. Par contre, il est possible que si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans la démarche, vous utilisiez la table 0.01. Okay? Si vous avez quelque chose qui est très significatif dans la table à 0.05, ça peut être intéressant de voir si c'est toujours significatif dans la table à 0.01, ce qui montrera que c'est encore plus probable. D'accord? Mais retenez qu'on travaille sur 0.05. Vous n'allez pas vous planter de table, si vous devez en choisir une, c'est celle-là. Ok? Alors, comment est-ce qu'on consulte cette fameuse table des F que je vais vous montrer après? Dans les exercices, dans les tableaux sur lesquels on travaille quand on les formule, on travaille toujours de rangée vers colonne. Okay? Ici, c'est l'inverse. On commence par lire les têtes de colonne et puis on rentre dans les rangées. Ça va? Donc, les entrées de colonne, c'est le nombre de degrés de liberté 1. Donc ici, c'est le nombre de degrés de liberté inter. Okay? Donc je lis d'abord le degré de liberté inter et puis je vais chercher le degré de liberté inter.
Ça va? On va le faire tout de suite. Donc, la table ressemble à ceci. Ceux qui n'auraient pas fait les lecture, ceux qui sont nombreux. Donc, au-dessus, en entrée de colonne, c'est le degré de liberté impair. Et en entrée de rangée, c'est le degré de liberté impair. Ça va? Donc ça, c'est le genre de truc qu'on ne vous demande pas en théorie, bien sûr. Mais du coup, si vous avez noté ça sur votre tableau pour être sûr de ne pas vous planter à la consultation, ben, vous y avez droit pendant l'exercice, ça va. Ça peut sauver des vies aussi. Ça n'a pas l'air, mais ça évite beaucoup d'angoisse. On en voit parfois qui tournent comme ça, définitivement, c'est pas cette année. Ok? Oui, non, mais on a vraiment mal au cœur quand on voit souffrir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Est-ce que ça va pour ça? Donc, dans le cadre de cet exercice-ci, souvenez-vous que le F, c'est 0.09. Il faut s'en souvenir, pour le moment, on aura trouvé le nombre dans la table qui nous intéresse. Le L1, donc le L impair est égal à 2, et le L intrait est égal à 12. Donc, comment est-ce que je vais chercher dans mon tableau? Ouais, donc je commence par les colonnes, je vais jusque la deuxième colonne, et puis à l'intérieur de cette colonne, je cherche la rangée 12, je regarde le nombre à l'intersection, et on arrive à 3.89. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous n'êtes toujours pas rendu, vous devez comparer ce nombre, donc le F de la table, au F que vous avez calculé. D'accord? Dans ce cadre-ci, normalement tout le monde devrait l'avoir remarqué, le F calculé est supérieur à celui de la table. Donc la question à se poser, c'est toujours est-ce que le F que moi j'ai obtenu est supérieur ou inférieur à celui que je viens d'observer dans la table. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça vous permet de faire ça? Et ça vous permet d'une part de déterminer si votre test était significatif ou non, et d'autre part, par conséquent, de savoir si votre hypothèse nulle était vraie ou non. Si vous pouvez conserver votre hypothèse nulle ou s'il faut l'acheter à la poubelle. Ça va? Ce qui vous permet effectivement de conclure. Ça va? Alors, quand le F calculé, comme on a fait ici, est supérieur à celui de la table, ça veut dire que le test que vous venez de faire est significatif. Et que donc vous devez rejeter l'hypothèse nulle. Pourquoi? Parce que si c'est significatif, ça veut dire qu'il y a des différences entre les groupes. D'accord? Or, on était parti de l'idée qu'il n'y avait pas de différence entre les groupes. Ça va? Donc, si le F calculé est supérieur au F de la table, le test est significatif. Il y a donc effectivement des différences entre les groupes. On rejette l'hypothèse nulle et on conclut qu'il existe des différences entre les groupes. Autrement dit, que la variable indépendante a une influence sur la variable dépendante. Ça va? Alors, Madame Muir va vous faire un petit dessin de sa confection qui devrait vous parler parce que c'est la manière dont vous travaillez avec Madame Fournier, normalement. Donc, vous avez eu l'habitude de travailler avec ces petits dessins. Donc, nous, on n'en a plus besoin dans les cours stade 2, stade 3. Mais si vous, ça vous sert et que vous trouvez ça beaucoup plus clair, n'hésitez pas. Donc, ici, donc, on utilise la table 0.05. On a obtenu un F de 3,89 dans la table. Le note, celui qu'on a calculé, il est à 7,09. Il est au-dessus. Et donc, on doit rejeter l'hypothèse. Ça va? Donc, nous, on ne vous demandera plus jamais, il y a plus de 95% de chances qu'il y a moins de 50%. N'utilisez pas ces formules, c'est vraiment casse-gueule. Ça va? Donc, utilisez le schéma si ça vous aide à visualiser ce qui fonctionne. Ça va? Si vous êtes visuel, c'est très très bien. Mais n'essayez pas de nous dire il est trop tard, il y a 95% que blablabla. Ça va? L'idée, c'est que si vous êtes au-dessus, c'est significatif, on rejette l'hypothèse nulle. Si vous êtes en dessous, c'est non significatif et on accepte l'hypothèse nulle. Ça va? Donc, n'oubliez pas de nous dire quand vous travaillez sur ça que c'est significatif ou non et qu'on accepte ou non l'hypothèse nulle. Ça va? C'est deux éléments de réponse qu'on cherche d'office dans les copies. Ça va? Donc n'oubliez pas de les mettre. Okay? Alors, le deuxième cas de figure auquel on n'est pas confronté dans cet exercice. Pardon. Oui, donc c'est bien. Donc là, la virgule, elle a bien.
une influence sur la V2. C'est ça. Donc, si on est au-dessus, c'est significatif, on rejette l'hypothèse nulle, et donc on conclut que la variable indépendante a une influence sur la variable dépendante. Ça va? Deuxième cas de figure, le f qu'on a calculé pourrait être inférieur au f qu'on observe dans la table. Ça va se passer dans d'autres exercices. Ça va? Quand c'est le cas, on est de ce côté-là, donc c'est non significatif, on accepte l'hypothèse nulle, et on conclut qu'il n'y a pas de différence significative entre les groupes, autrement dit qu'ils appartiennent à la même population, autrement dit que la variable indépendante n'a pas d'influence sur la variable dépendante. Ok? Alors, donc Madame Muir utilise ce truc-là. Moi, j'utilise ces formules-là, qui sont théoriquement beaucoup plus supérieures, où je me répète dans ma tête inlassablement que si le calculé est supérieur de la classe, c'est significatif et donc on rejette l'hypothèse. Ça va? À vous d'utiliser ce que vous voulez. Le principe, c'est qu'on vous a mis les deux supports que nous, on utilise en tout cas, et qui pourraient vous aider. Vous avez cette dia-là, avec la formulation complète et la formulation résumée, et la dia avec la réexplication. Ça va? Comme ça, vous avez un peu de tout. C'est très bien. Normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Si ça, c'est pas clair, vous n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez un truc qui marche encore mieux que ceux qu'on a là, n'hésitez pas à nous contacter non plus. Ça va? Ça nous intéresse pour les gens qui vont vous suivre et qui vont souffrir autant que vous. Ça va? Alors, donc dans ce cas-ci, vous voyez que on peut travailler avec la table des 0.05, c'est celle qui nous intéresse. On se rend compte que c'est vraiment bien au-dessus, donc c'est ce qu'on appelle très significatif. Dans l'examen, ne marquez pas très significatif, vous pouvez vous en tenir à significatif, vous n'êtes pas obligé d'interpréter le truc. Mais par curiosité, en voyant à quel point c'était significatif dans cette table-là, on peut aller voir dans la table de probabilité supérieure, donc à 0.01. Ça va? Et on se rend compte que c'est significatif aussi. Donc, on détermine que c'est significatif à 0.01, d'accord? Donc, notez-le comme ça dans l'examen. Vous mettez c'est significatif à P égale 0.01 ou 0.05, ou à alpha égale 0.05. Ça va? P ou alpha, mais gardez cette formulation-là, ça nous permet de la repérer directement dans l'examen. Ok? Donc, c'est clair ou pas? Vas-y. Je t'écoute. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? C'est ça? En fait, on se rend compte que c'est très significatif à 0.05. Et donc, par curiosité, pour voir si on a encore plus de probabilité de tomber sur le truc qu'on a trouvé, on va voir dans une table de probabilité supérieure. Et on se rend compte dans ce cas-ci qu'effectivement c'est significatif dans cette table-là aussi. Et que donc, on peut dire que c'est significatif à P 0.01. Oui, parce qu'en fait, la valeur que f calculée est toujours supérieure à la valeur de f que tu observes dans la table, même dans la table à 0.05. Ça va? Oui. Ok? Préciser à quel alpha on travaille. Ça, c'est important. Ça va? On sait que, par défaut, on vous dit travailler d'office avec le alpha 0.05, mais vous pouvez tout à fait travailler avec un 0.01 après. Jamais avec un 0.1. Ça va? Donc, si c'est significatif, peu importe que ce soit 0.05 ou 0.01, quand on dépasse le 0.05, on conclut que, donc, c'est significatif. Qu'est-ce qu'on fait avec l'hypothèse nulle? On la rejette et on conclut donc que... Ouais. Que l'emballage a une influence sur les autres. De la même population, c'est ça. Donc on conclut techniquement effectivement que les groupes ne sont pas semblables au niveau de la dispersion autour de leur moyenne, donc ils n'appartiennent pas à la même population. Et donc par rapport à l'hypothèse contextualisée qu'on avait émise au départ, on conclut que l'emballage n'a pas d'influence sur les résultats des ventes. Ça va? En fait, on se pose la question de savoir s'il est utile de garder des colonnes ou non. Si on accepte l'hypothèse nulle, on peut effacer les colonnes, on garde un seul groupe. Toutes les données viennent d'une même population. Si on la rejette, on garde nos colonnes, on ne peut pas en faire un seul groupe. Parce que tous ces groupes sont différents. Ça va? Par contre, ce que le test de l'analyse de variance simple ne vous dit pas, c'est où se situent les différences. Donc, le gars, il est très content. Il sait qu'en fait, les emballages ont une influence
sur les ventes, mais il ne sait pas quel emballage est le meilleur. Il ne sait pas quel emballage va rapporter plus à son entreprise en fait. Ça va? Ça, on ne va pas le faire avec vous. Mais en fait, pour pouvoir répondre à cette question, vous pouvez faire un T de student en travaillant avec les groupes prix Il de le voit dans ses colonnes. Ça va? Pardon? Il le voit dans ses colonnes. La colonne qui est la plus grande moyenne. Ouais, non, ça c'est de la triche. Ça, c'est pas des stats. Si on regarde uniquement les chiffres qui sortent, oui, on peut se dire, on a l'impression que, voilà. En tout cas, avec ces trois colonnes-là, on peut supposer que celle qui a On peut supposer, mais on ne peut pas conclure très précisément. L'idée, c'est qu'en fait, les stats, c'est l'outil qui permet de confirmer des intuitions qu'on aurait. Parce que sinon, moi aussi, je peux faire mes tests avec mes sujets pour ma thèse et me dire, ouais, celui-là, il a quand même une fréquence beaucoup plus haute que celui-là. Ouais, à mon avis, c'est bon. Et puis il y en a deux qui peuvent être significatifs par rapport à un troisième. Donc, spontanément, effectivement, intuitivement, on n'avait même pas besoin de faire le truc, on pouvait savoir qu'il y avait des différences dans les colonnes. Ça va? Mais l'idée, c'est de travailler précisément en utilisant les outils statistiques qui permettent de conclure à la significativité statistique d'un élément. Ça va? Effectivement, oui. Ça pourrait marcher. C'est beaucoup moins possible. Et donc pour votre mémoire, vous serez peut-être amené à faire des analyses de variance par ordinateur. Et à ce moment-là, il ne suffira pas de vous arrêter à votre analyse de variance parce que ce qui vous intéressera, c'est de voir où se trouvent les différences. Et donc là, vous serez amené à faire des T de student, toujours par PC. Donc voilà. Nous, on ne vous posera pas de questions par rapport au T de student, mais c'est juste pour que vous le sachiez. L'intérêt de l'analyse de variance, c'est de pouvoir faire des T de student à vous. Est-ce que ça va pour la procédure? Pour revenir à ce que vous dites, le T de student n'est utile que si les variances sont significatives. Non, ça ne sert à rien de le faire. Exactement. Si, ça sert de le faire. En fait, pour voir si tu as des différences entre les groupes à la base, tu as besoin de faire l'analyse de variance. Oui, mais donc s'il n'y a pas de différence, on ne le fait pas. Non, pas d'intérêt de... Oui, c'est bon. On sait que de toute façon, il n'y a pas d'influence, et que c'est la même population. Effectivement. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur la procédure qu'on vient de voir? Alors, je vais vous lâcher dans la nature et vous laisser faire un exercice par vous-même.